Le premier jour, j'arrivais à sentir son cœur battre. J'arrivais à sentir son cœur battre, battement après battement, encore et encore, battement après battement. J'arrivais à entendre son cœur battre. Et même à travers son cœur qui battait encore et encore, son cœur qui ne cessait de se battre, même à travers ses battements de cœur. C'est comme si tout son corps essayait de me passer un message. C'est comme si tout son corps, tout son être, tout ce qui restait de lui qui était humain autrefois, essayait de me passer un message. J'arrivais à entendre ses poumons. J'arrivais à entendre le moindre des parcours de ses veines. À l'intérieur, j'arrivais à sentir son sang. J'arrivais à sentir son sang et le moindre des parcours de ses veines à l'intérieur de ses bras, sur son dos ou encore sur ses épaules. J'arrivais à sentir tout de lui. J'arrivais à sentir tout de lui, sauf son humanité. Son humanité qui était en train de lentement quitter son corps. Lentement, son humanité était en train de partir. Mais pour moi, il restait toujours l'humain qu'il avait été. Il restait toujours l'humain qu'il a été. Il restait toujours ce jeune enfant aux cheveux blonds et aux yeux bruns. Il restait toujours cet enfant, malgré ses poumons qui respiraient mal, malgré son cœur qui battait très fort et qui battait en retraite. Malgré tout ça, malgré son cœur qui battait en retraite, qui battait très mal, ses poumons qui respiraient fort, comme s'il avait des cailloux dans les bronches, comme s'il avait des cailloux dans les bronches, dans la gorge, comme si ses cordes vocales avaient été sectionnées et qu'il ne pouvait plus parler, comme si à l'intérieur de ses poumons il avait des cendres et de la fumée. Malgré tout ça, malgré ça, je pouvais entendre tout de lui. Je pouvais entendre son humanité. Son humanité, je la ressentais. Je ne sais pas si je la ressentais simplement parce que je voulais la ressentir et que je ne voulais pas le livrer à l'hôpital ou encore moins aux autorités. Je ne sais pas si c'est moi qui voulais ressentir son humanité ou encore moins si lui, il ressentait son humanité. Ça, je ne sais pas. En revanche, ce que je savais, c'est que lorsqu'il me regardait, même avec des yeux rouges pleins de sang, je pouvais voir à travers son regard que lui, il se sentait quelque part complètement abandonné. Il se sentait complètement abandonné quelque part, complètement seul. Mais il savait quelque part aussi, quand je regardais son regard, il savait quelque part aussi que j'étais là pour lui. Il sentait la chaleur de ma main. Il sentait la chaleur de ma main posée sur son épaule. Il sentait la chaleur de mon corps contre lui. Il devait certainement sentir mon sang passer dans mes veines et certainement avoir envie de me mordre à la jugulaire pour boire mon sang. Il devait certainement sentir le parcours de mes veines quand il posait sa main lentement sur mon bras et qu'il regardait mes veines le long de mon bras, qu'il posait son doigt et faisait le parcours de mes veines sur mon bras. Il devait certainement sentir mon sang qui affluait et qui coulait dans mes veines. Il devait très certainement sentir l'odeur même de mon sang, à travers la chair, à travers la peau, à travers la peau, à travers la chair, à travers mon sang qui coulait dans mes veines. Il devait très certainement en sentir l'odeur, très certainement en ressentir la chaleur. C'est pour ça que de temps en temps il se couchait sur moi,
peut-être simplement pour sentir la chaleur de mon sang, simplement pour sentir l'odeur de mon sang, l'odeur de ma chair qui est encore en vie, cette chair qu'il pourrait manger, qu'il pourrait mettre entre ses dents, cette chair qu'il pourrait mettre sous ses crocs, cette chair qu'il pourrait déchiqueter avec ses dents, tout ce sang qu'il pourrait boire, même s'il sentait ça et qu'il avait envie de ça, je le considérais toujours comme mon ami, comme un humain, comme cet humain que j'ai connu, que j'ai rencontré, un jeune garçon aux yeux bruns, aux cheveux blonds. Malgré les veines noires qui parcourent son cou, qui partent de sa nuque et de ses épaules, parcourant ses yeux, sous ses yeux, sur ses joues, faisant de sa peau presque un cadavre, presque la peau d'un cadavre, une peau en décomposition, brune un peu rouge, une peau un peu enflée de couleur rougeâtre, comme si comme si du sang avait séché sur son visage. Malgré ça, je savais que lui, il était encore humain. Je savais que lui, il était encore humain. Donc, je me refusais de le donner aux autorités. Je me refusais de le donner ou de le livrer à l'hôpital. Je ne voulais pas qu'il l'accroche à une chaise, à une table, pour pouvoir simplement en faire des analyses, lui retirer du sang, des morceaux de chair, ou encore qu'il fasse des choses comme par exemple le paralyser, le tuer avec du bromure de pancuronium, paralyser son système nerveux, son système respiratoire, et qu'il puisse enfin le déchiqueter, le couper avec un scalpel, rentrer à l'intérieur et voir ce qui s'y passe. Il était hors de question qu'il lui mette en intraveineuse ne serait-ce qu'une seule piqûre. Il était hors de question qu'il lui mette en intraveineuse ne serait-ce qu'une seule piqûre ou qu'une seule seringue, qu'une seule aiguille de bromure de pancuronium, ainsi paralysant son système respiratoire et paralysant ainsi son système nerveux. Il mourrait, décéderait dans la seconde, et pourrait alors procéder à une dissection. Il était hors de question qu'il mourrait juste pour une dissection, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Je le gardais avec moi, et lorsqu'on sortait, je le laissais marcher. Je le laissais marcher et ramper par terre comme un animal. Je le laissais sentir le sang. Je le laissais sentir le sang qu'il y avait au sol. Les animaux blessés lorsqu'on en a croisé, les animaux blessés, je le laissais tout simplement s'approcher de l'animal blessé. S'il voulait simplement l'aider, je le laissais l'aider. S'il voulait simplement manger sa chair et abréger ses souffrances, je le laissais manger sa chair. Je le regardais. Pour moi, c'était un animal, mais surtout mon ami. Alors je le laissais faire ce qu'il avait envie de faire. Nous étions dans la phase de contagion à cet instant-là. On est sorti, et plus loin, j'ai vu qu'il avait remarqué quelque chose. Il creusait dans le sol, et quand j'ai remarqué qu'il avait creusé dans le sol, je suis allé voir. Je lui ai dit de se pousser, à quatre pattes, il s'est mis près d'un arbre. J'ai remarqué qu'il avait déterré un crâne. Ce crâne était fissuré. Il était fissuré, cassé, perforé, comme si cette personne s'était tiré une balle elle-même dans la tête à bout portant. J'ai regardé ce crâne un instant. Ce crâne avait une puanteur. Il était d'une puanteur et sentait peut-être le sang pourri, voire même peut-être les organes pourris. Il devait rester un petit peu du corps, pas loin. À un moment, j'ai entendu des hommes respirer à travers un masque à gaz. Quand ils se sont approchés, j'ai vu plusieurs hommes avec une combinaison et un masque à gaz. Ces hommes se sont approchés avec des combinaisons noires. Ils respiraient et marchaient dans la forêt. J'ai vu qu'ils avaient des sortes de détecteurs. Ils avaient des sortes de détecteurs, comme des grandes tiges en métal, avec au bout un petit micro noir, et juste au-dessus, une sorte de plaque en métal émettant de la lumière. C'était de la lumière noire, émettant de la lumière noire, avec une petite plaque, un micro, juste en dessous, qui était placé juste en dessous. Il le faisait aller partout, sur les arbres. Partout, partout sur les arbres, il faisait aller cette petite chose. Ensuite, cette, cette sorte de tige en métal était rétractable. J'ai vu un homme se mettre par terre, rétracter la tige, la prendre en main et essayer de le mettre sur le sol. Il parcourait le sol avec cet instrument étrange,
et apparaissaient des mains, des traces de mains, parfois même des traces de, parfois même des traces de sang, mais je me disais que ça devait être un animal. J'avoue qu'un instant j'ai hésité, je me suis tourné, je l'ai regardé. Il m'a regardé aussi, mais j'ai vu dans ses yeux que ce n'était pas lui. Même si ses yeux étaient imbibés de sang, même si ses yeux étaient rouges comme le sang, que je ne voyais plus que son iris brun et que je ne voyais plus le blanc de ses yeux, mais juste du rouge tout autour, je savais que ce n'était pas lui. La manière dont il m'a regardé en disait beaucoup. J'ai essayé d'avancer un peu plus en lui faisant un signe, il est venu près de moi. Il a commencé à renifler mon dos. Puis, puis s'est avancé un peu près de moi, a commencé à renifler mon cou. Je sentais avec la chaleur de son souffle qu'il était en train de sentir l'odeur de mon sang, qu'il était en train de sentir l'odeur de la chair vivante, qu'il était surtout en train de sentir l'odeur de la chair vivante et surtout la chaleur de la chair vivante. À un moment, je lui ai dit tout va bien en lui caressant les cheveux. Il s'est mis alors une main par terre et une autre main par terre, et j'ai vu qu'il a serré très fort à tel point d'enfoncer de la terre sous ses ongles. Quand il s'est redressé, je l'ai pris par les épaules et je l'ai mis à côté de moi. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, assieds-toi, tu veux qu'il te repère? Quand je lui ai dit tu veux qu'il te repère, il m'a regardé. Il s'est tourné, s'est avancé lentement. Je dois avouer qu'il avait la démarche d'un animal. Quand je le voyais s'avancer lentement et regarder, il avait l'air d'un prédateur. Il avait l'air d'un prédateur qui chassait sa proie. Une panthère, un tigre, un lion, un chat. Bref, un grand prédateur qui chassait sa proie, qui s'avançait lentement, qui mettait juste sa patte avant, là où il mettait ses pattes arrière. Et lentement il s'avançait, sans aucun bruit. Même les feuilles mortes ne craquaient pas en dessous de ses jambes. Même les feuilles mortes ne craquaient pas en dessous de ses jambes, de ses genoux, ou alors même des paumes de ses mains. Il s'avançait à des endroits qu'il avait choisis pour ne pas faire de bruit. Et il a regardé ces hommes pendant longtemps, avant de revenir près de moi. Quand j'ai regardé ces hommes, je me suis dit, ils sont là pour une raison. Peut-être le trouver et le ramener. On est parti en courant. J'ai couru quelques mètres et je me suis arrêté. Je lui ai dit de venir, je lui ai dit de venir et il est venu. Quand il est venu près de moi, il m'a regardé. Je l'ai pris par la main et il a commencé à courir sur ses jambes. Ses jambes étaient blessées. Il avait une entaille au niveau de la jambe. Il s'était blessé les genoux. Ses genoux étaient raflés, couverts de raflures et de griffures, comme s'il était resté trop longtemps assis sur, comme s'il était resté trop longtemps assis sur de la pierre et qu'il s'était raflé les genoux et griffé les genoux. On est arrivé à notre cabane, j'ai poussé la porte, je suis rentré à l'intérieur. J'ai gardé ma main sur son visage, sur sa bouche, et je sentais son souffle chaud. Il m'a regardé et je lui ai dit chut, en gardant ma main, en mettant juste mon doigt sur mes lèvres, je lui ai dit chut, et j'ai gardé ma main sur sa bouche, sentant son souffle chaud, sentant la chaleur de ma bouche sur mon doigt quand je lui ai dit chut. J'ai été voir à la surface de la fenêtre et j'ai vu, juste au bord de la fenêtre, ces hommes qui arrivaient devant une cabane. Ils sont arrivés devant la cabane et arrivaient tout près. J'ai ouvert alors une trappe qu'il y avait en dessous d'un vieux tapis. J'ai tiré ce vieux tapis, j'ai ouvert cette trappe et nous sommes rentrés. Nous sommes descendus au sous-sol et je voyais ses yeux briller. Dans le noir complet, j'arrivais à voir ses yeux briller. Il me regardait dans le noir complet. J'entendais du bruit et quand j'ai allumé une lampe, une vieille ampoule qui pendait au plafond, quand j'ai allumé cette vieille ampoule qui pendait au plafond, et cette autre lampe, une vieille lampe cassée, mais l'ampoule fonctionnait encore. Au-dessus, au-dessus de l'ampoule, au-dessus de l'ampoule, il y avait une sorte de toile, sûrement un abat-jour déchiré. Cet abat-jour déchiré, cette sorte de toile, qu'il y avait aussi une sorte de toile de jute qui pendait au-dessus, une toile toute fine et transparente. J'ai regardé cette toile qui était juste au-dessus et qui pendait, qui était déchirée, presque comme une toile d'araignée.
Je l'ai enlevé et j'ai allumé la lampe. Quand j'ai allumé la lampe, j'ai vu que le bruit que j'entendais, c'était lui qui frappait le sol avec ses mains. Peut-être qu'il avait senti quelque chose, aucune idée. Je suis arrivé près de lui, j'ai posé ma main là où a commencé le virus, sur son omoplate gauche, et je lui ai dit de se calmer, soufflant un souffle d'air dans sa bouche, pour pouvoir calmer ses poumons. Là, il m'a regardé, et s'est couché par terre, juste tout près de moi. Après une lourde inspiration, j'ai posé ma main juste sur les draps à côté. J'ai posé ma main sur les draps à côté. Après une lourde inspiration, j'ai remarqué quand je me suis tourné qu'il n'était plus là. J'ai remarqué qu'il n'était plus là. J'ai commencé à paniquer. Je pensais que c'était cette équipe avec les masques à gaz qu'on avait vu. Je pensais que c'était cette équipe avec les instruments spéciaux qu'on avait vus. Ces instruments étranges, spéciaux qu'on avait remarqués dans la forêt. Je pensais que c'était eux qui étaient venus le chercher. Mais en fait, pas du tout. Les seules traces de sang qu'il avait laissées sur les draps étaient des traces de vomissement. C'étaient des traces de vomissement pendant la nuit. Du sang qu'il avait toussé par ses voies respiratoires. Quand j'ai remarqué ça, quand j'ai remarqué que les traces de sang se trouvaient à hauteur de ses voies respiratoires, à hauteur de sa bouche, et que, ce, et que les seules traces de sang se trouvaient sur son coussin, j'ai défait tous les draps. Je les ai posés en boule sur le côté, au coin du lit, et je suis parti dehors. Je l'ai juste trouvé assis, les jambes croisées, la tête relevée. Il regardait le ciel paisiblement et respirait l'air frais. D'ici, je pouvais entendre sa respiration. J'entendais une respiration calme et sereine. J'entendais cette respiration calme et sereine, qui ressemblait à une respiration tout ce qu'il y a de plus simple. Même une personne qui ferait des exercices de respiration aurait la même respiration que lui. Quand j'ai été le voir, j'entendais sa respiration encore plus fort. J'entendais son cœur battre plus lentement que d'habitude. Ça m'a fait sourire. Je me suis couché. Je me suis couché à ses côtés, par terre. Par terre, je me suis couché à ses côtés et j'entendais son cœur battre. Comme si son cœur faisait vibrer la terre. Comme si son cœur faisait vibrer la terre, j'entendais son cœur battre. Je n'avais même pas besoin de mettre mon cœur sur... Je n'avais même pas besoin de mettre ma main sur son cœur. J'entendais la terre vibrer. Au nombre de battements, au nombre de battements qu'il faisait par minute, j'entendais la terre vibrer. Je mettais ma main sur le sol. Comme lui, je serrais très fort l'herbe en main et je sentais son cœur, qui battait lentement cette fois-ci. Je me suis assis à côté de lui finalement, et là je sentais ses poumons se remplir d'air. Ses poumons qui se remplissaient d'air petit à petit. J'imaginais l'air circuler dans ses poumons, comme si ses poumons étaient guéris finalement. Et j'imaginais quand il relâchait l'air, et qu'il expirait. J'imaginais toute cette air circuler et repartir vers le ciel. À la place de ses yeux, je savais qu'il allait devenir aveugle. Je savais qu'à un moment il allait devenir aveugle. Je savais qu'il n'allait plus rien voir du tout. Un moment, ce sera juste une vue floue, et un moment, il verra tout en blanc, comme si il n'avait plus de vue du tout. Il verra tout en blanc avec des ombres noires. Il verra tout en blanc avec des ombres noires et des flashs lumineux pour la lumière assez extrême, comme par exemple les rayons du soleil, et un jour il deviendra complètement aveugle. Alors j'imaginais à travers ses yeux ce qu'il pouvait ressentir quand il voyait encore le soleil pour la dernière fois. J'imaginais ce qu'il pouvait ressentir quand il fermait les yeux, et que ensuite il réouvrait les yeux pour expirer. J'étais à côté de lui, et je voyais ses veines parcourir son oreille, derrière son oreille, son cou, et je voyais ses veines rentrer à l'intérieur de sa peau,
être encore plus noir et tout le sang séché qu'il avait sur le côté. Je voyais le rouge enflé à l'intérieur de ses veines, ses yeux qui étaient remplis de sang. Et même s'il était toxique, et que je n'aimais pas penser ça, même s'il avait ce virus en lui, je le regardais et je me disais que jamais je ne le livrais. Jamais je ne le livrais à l'hôpital, jamais aux autorités, et jamais à ces personnes qui sont passées dans la forêt. On est resté là longtemps. Je suis reparti et je me suis assis sur le bord. On est reparti et je me suis assis sur le bord de la cabane, sur les escaliers à l'avant, juste à l'avant de la porte. Je lui ai dit: tu viens? Et il est venu en marchant à quatre pattes. À quatre pattes, il est venu en marchant au bord de la porte et il m'a regardé. On est rentré, on est rentré dans la cabane et à l'intérieur, je me suis mis en face de lui. Il me regardait, mais ne me regardait pas vraiment. Il regardait plus ce qu'il y avait derrière moi, en regardant par en dessous de mon cou. En regardant par en dessous de mon cou, par en dessous de mon menton, il regardait plus ce qu'il y avait derrière moi, entre mon menton et entre ma clavicule, entre mon épaule. Et je lui disais: qu'est-ce que tu as vu dehors? Qu'est-ce que tu sentais? Et il continuait à éviter mon regard, à éviter les questions. Pas en évitant les questions en parlant d'autre chose ou en posant d'autres questions, simplement en évitant du regard ce que je lui disais. C'est comme s'il ne voulait pas en parler. Je refusais de laisser le règne animal l'emporter. Je refusais vraiment de laisser le règne animal l'emporter. Je refusais aussi que la nature l'emporte comme il le fallait, que la nature l'emporte pas par rapport à ce virus. Je refusais que la nature l'emporte simplement parce que le virus voulait l'emporter. Je refusais de faire ça, alors le soir, je le couchais dans un bain chaud que j'avais fait couler pour lui. Je le, je le couchais dans un bain chaud que j'avais fait couler pour lui, dans la baignoire, dans la salle de bain. Un bain chaud, brûlant. Je le mettais dans l'eau et il me regardait. Il me regardait comme s'il ne savait pas ce que c'était l'eau, alors que le matin, juste avant qu'on parte dans la forêt, je l'avais récupéré au bord de la rivière, trempant l'avant de ses bras et récupérant un petit peu d'eau au creux de sa main, buvant en léchant l'intérieur de sa main, le creux de sa main, et léchant ses bras avec l'eau qui était restée sur ses bras. Léchant ses bras, à chaque fois il retrempait son bras et léchait ses bras. À ce moment-là, je me demandais une seule chose: est-ce que en léchant ses bras, par terre, accroupi par terre sur la pointe de ses pieds, sur ses orteils complètement appuyé, tout le poids de son corps contre ses orteils, sur la pointe de ses pieds. Je me disais: est-ce qu'il lèche son bras vraiment pour pouvoir sentir le goût de l'eau, ou simplement est-ce qu'il lèche son bras simplement pour découvrir de nouvelles saveurs, peut-être une saveur de pourriture, une saveur de cadavre qui s'émane de son corps. Je me demandais, était-ce peut-être pour découvrir cette nouvelle saveur, la saveur de pourriture, la saveur d'un cadavre qui s'émane de sa peau qui est en train de pourrir petit à petit, ou alors était-ce simplement pour découvrir le goût de l'eau, le vrai goût de l'eau de la rivière? Est-ce que c'était pour ça? Et le soir, alors que j'étais en train de de laver son dos, je sentais ses omoplates qui se rétractaient les uns contre les autres, presque comme ils se touchaient. Au milieu, la peau était en train de créer des plis. Sur le côté, sur ses épaules, la peau était tendue et je pouvais apercevoir de manière très nette, je pouvais y apercevoir les veines noires parcourir tout son dos et arriver sur ses côtes. Ses côtes, elles, étaient en train de se déplier et d'appuyer contre la peau, appuyant vers l'extérieur. Et quand il expirait, elles tombaient vers le bas. Je pouvais apercevoir ses côtes tomber vers le bas quand il expirait. Et quand il inspirait, je pouvais les voir se tendre sur le côté et voir sa peau se tendre avec. Je voyais ses côtes apparaître à la surface, apparaître contre sa peau, contre sa chair. Il s'est retourné et m'a regardé.
J'ai pris alors l'essuie trempée sur le côté, l'essuie trempée de sang. L'essuie qui était trempée de sang et qui était trempée d'eau chaude, je l'ai pris, je l'ai serré très fort dans mon poing, et j'ai commencé à passer l'essuie mouillé sur ses omoplates. Ses omoplates se sont décontractées, ses épaules sont retombées. J'ai vu la forme de ses clavicules. J'ai vu la forme de ses clavicules contre la chair, contre sa peau, et je l'ai vu se retourner vers moi. Ses yeux brillaient. Ses yeux brillaient et étaient remplis de sang. Même si ses yeux étaient remplis de haine, même si ses yeux étaient remplis d'une rage animale, comme s'il voulait me sauter à la gorge et m'attraper, je l'ai regardé et j'ai continué. J'ai frotté son visage, j'ai mis, j'ai mis ma main juste là où il avait ses veines noires. J'ai continué à frotter son visage et je lui ai dit que tout allait bien. Il a baissé la tête, a continué à tremper son bras dans l'eau chaude et a commencé à lécher son bras comme il le faisait à la rivière. Là, je l'ai regardé et j'ai continué à le laver. Je voyais les veines circuler. Je voyais les veines noires circuler le long de son dos, qui s'agrandissaient. Il en était peut-être bientôt à l'étape finale. Je me disais que finalement, il fallait que je m'y résolve. Il fallait que finalement, je m'y résolve un peu. J'ai regardé le fond de la pièce, la porte fermée, et je me suis dit, il va falloir que tu fasses face. Il va falloir que tu fasses face à son destin. Son destin, c'est de mourir. Son destin, c'est de mourir, c'est simplement, ou de devenir un animal. Mais il va falloir que tu fasses face à ce destin. Tu ne peux pas, tu ne peux pas ne pas faire face à son destin. Tu peux le nier, certes, et partir en courant loin de lui. J'étais en train de me répéter ça dans ma tête. Tu peux le nier, partir en courant loin de lui, mais jamais tu ne pourras arrêter son destin. Jamais tu ne pourras ne pas faire face à son destin. Son destin, c'est de mourir ou de devenir un animal. Il m'a regardé et ensuite j'ai continué à le laver. Je l'ai sorti de là et je l'ai séché. Arrivé dans le fauteuil, j'ai gardé une couverture que j'ai prise. J'ai pris une couverture sur mon épaule que j'ai mis autour de lui. J'ai gardé cette couverture autour de ses épaules et je me suis assis à côté de lui, regardant ses veines qui étaient en train de monter le long de ses yeux. Et quand ces veines montaient le long de ses yeux, le long de ses pommettes, le long de ses joues, avaient atteint ses joues, quand ces veines noires avaient enfin atteint le bord de ses yeux, je voyais les veines entrer dans le blanc de ses yeux et créer de nouvelles veines rouges. Des vaisseaux qui éclataient et ses yeux qui étaient remplis de sang. Il se tournait vers moi et je me mettais contre lui en lui disant « T'inquiète, jamais je ne t'abandonnerai ». Parfois, au lieu de continuer à persévérer, il vaut mieux abandonner. Je savais que son temps était compté. Je savais que la corde était tirée. Je savais que la corde qui avait été tirée pour lui, la corde qui avait été tirée pour lui pour maintenir sa vie, n'était plus, n'était plus celle qu'elle était avant. C'était maintenant une corde usée, c'était maintenant une corde usée. C'était une corde qui ne fonctionnait plus très bien. Je savais que maintenant il fallait que je me rende à l'évidence. À un certain moment, on ne peut plus se battre et il faut se rendre à l'évidence. Pour lui, il fallait que je me rende à l'évidence. Alors chaque jour, je tenais un journal de ce qu'il faisait. Quand il allait dans la forêt, j'écrivais ce qu'il faisait, avec quoi il revenait, avec du gibier, avec un animal mort. Chaque jour, Chaque jour, j'écrivais l'évolution du virus. Chaque jour, je m'asseyais près de lui et j'écrivais l'évolution du virus. Le sang qui coulait, ses veines qui devenaient noires. Il fallait se rendre à l'évidence. À un moment, il allait terminer comme les autres, poussière et squelette. Il allait finir dans une fosse commune, ou alors seul au milieu de la forêt. Et peut-être qu'un jour, on découvrira son cadavre. Mais il fallait que je me rende à l'évidence et que j'arrête de me battre. Alors chaque jour, je maintenais un journal, pour essayer de survivre. Chaque jour, ce journal que je maintenais. Chaque jour, je partais avec lui dans la forêt, et je me disais, pourvu qu'il ne tombe pas, pourvu qu'il ne tombe pas sur quelqu'un qui pourrait le prendre, qui pourrait l'emmener. Et je me disais, il faut maintenant que je me rende à l'évidence. Un jour, ils vont l'emmener. Un jour, il finira dans un laboratoire. Et dans ce laboratoire,
ils lui feront des piqûres, des injections. Ils vont aller trifouiller à l'intérieur de lui, ils vont aller chercher à l'intérieur de lui. Il sentira le froid de la table de métal. Il sentira le froid des gants en latex des médecins. Il pourra sentir il pourra sentir l'odeur de leur sang, mais il ne pourra pas lécher leurs bras ou alors le manger. Il ne pourra pas le boire ou alors manger leur chair, déchiqueter leur chair avec ses dents. Et même si je le voulais, même si je voulais qu'il fasse ça, il ne le pouvait pas, il ne le pourra pas le jour où il sera attrapé. Pourquoi? Parce qu'il sera maintenu sur une chaîne. Il sera maintenu avec des chaînes sur une chaise ou alors sur une table en métal. Il sentira les chaînes sur lui, il sentira les cordes, il sentira les, il sentira les menottes. Il sentira les menottes, peut-être même qu'ils lui mettront une muselière. Je ne le souhaite pas, car c'est mon ami. Toute personne qui veut l'approcher, qui veut le voir ou qui le voit comme un spécimen de laboratoire, aura affaire à moi. Alors maintenant, je maintenais un journal, et ce journal m'aidait à aller de l'avant. Je le voyais dehors courir comme un animal, renifler les racines d'un arbre, trouver un animal mort, déchiqueter sa chair, revenir avec la bouche pleine de sang, que je lui essuyais ensuite calmement. Je lui essuyais ensuite la bouche calmement. J'essayais de le maintenir en place pendant qu'il marchait dans la salle de bain. Et j'allais vers lui, je lui essuyais la bouche, je lui essuyais les lèvres. Ensuite, j'essorais l'essuie. L'essuie mouillé, je l'essorais à l'intérieur de la baignoire. Je regardais l'eau partir dans le siphon. Et il partait. Ses veines, j'en prenais soin. Je lui faisais des injections de sang. Mais c'était pour son bien. Ce n'était pas comme ce n'était pas comme toutes ces personnes dans un laboratoire ou alors dans l'hôpital qui veulent lui faire des injections de sérum de vie, de sérum vital ou de sérum mortel pour voir les effets secondaires. Moi, je lui ai injecté du sang animal pour qu'il puisse finalement finir comme un animal, qu'il finisse finalement comme un humain avec un comportement animal. Ainsi, je pourrais le garder avec moi. C'était mon souhait, c'était ce que je souhaitais pour lui. Mais finalement, j'avoue que la chose que je souhaitais le plus, c'était que personne ne l'approche. Parce que même si pour moi c'était un humain, il restait quand même très dangereux. Il restait énormément dangereux. Pour moi, c'était un humain comme les autres. C'était un simple enfant. C'était un simple enfant qui, pour moi, avait des veines dans le cou, avait des veines sur les joues ou les fossettes qui rejoignaient ses yeux, ses yeux. Pour moi, il perdait les cheveux à cause du virus. Pour moi, simplement, sa peau, tout simplement, n'était plus si belle qu'avant, si lisse qu'avant. Pour moi, aujourd'hui, sa peau était couverte de moisissures, couverte de taches de rougeur, couverte de, couverte de taches noires. Pour moi, sa peau aujourd'hui, c'était la peau d'un cadavre qu'on pouvait trouver sur un animal dans la forêt. Mais malgré ça, même les taches de sang, même sa peau, sur laquelle il y avait des rougeurs, ou sur laquelle il y avait des traces de pourriture, même tout ça, même tout ça ne m'empêchera pas de penser que derrière cet enfant malade d'un virus, se trouve toujours un virus mortel. Et pourtant, derrière, personne ne m'empêchera de penser que c'est toujours mon ami. C'est toujours mon ami qui m'entend, qui comprend ce que je dis, et qui, quand je lui parle et que je lui dis venir, il vient. Personne ne m'empêchera de penser que c'est toujours lui, derrière derrière, derrière cet enfant malade. Aucun médecin ne pourra me convaincre de l'inverse. Et pourtant, chaque jour, quand j'allais dans la forêt, voir si la forêt était sûre, je trouvais un médecin ou alors quelqu'un qui cherchait un contaminé. Et moi, j'en cachais un contaminé. J'en cachais un, alors chaque jour, je partais seul, en solitaire. Je regardais si la forêt était sûre, et s'il voulait me suivre, ben il me suivait. Mais je lui disais de faire attention, et il me comprenait. Chaque jour, on partait.
et ces gens avec les masques bizarroïdes. Je les regardais. Je les regardais et ils analysaient les arbres. Ils se mettaient à genoux devant les arbres, prenaient des échantillons de racines, des échantillons de terre, des échantillons d'eau. Et nous, on allait voir exactement aux endroits auxquels ils se trouvaient. On les entendait respirer jusqu'ici. Et pourtant, jamais il ne m'a lâché. Jamais il n'a eu peur de ces personnes. À l'inverse, ça paraît bizarre dit comme ça, mais c'est moi qui avais peur de ces personnes. C'est moi qui avais peur de ces personnes, pourquoi? Parce que j'avais peur en fait qu'elles le prennent, qu'elles l'emportent, qu'ils finissent sur cette table, qu'ils finissent par avoir des injections de produits. Des injections par exemple de mercure, des injections par exemple de bromure. N'importe quelle bromure. Mais le plus dangereux pour moi, celui qui m'inquiétait, c'était le bromure de pancuronium. Ce produit mortel, ce produit fatal, en 1 minute, arrête ton système nerveux. Ensuite, attaque tes poumons. Ta gorge devient sèche. Ton œsophage aussi sèche. Ton œsophage et ta gorge deviennent aussi sèches et aussi secs que du béton, que de la poussière, que de la terre, que de la terre qu'on pourrait trouver dans la forêt. Tes poumons deviennent alors durs. Ton système nerveux est attaqué. Quand tes poumons sont devenus durs, ce que tu as à l'intérieur de toi, entre tes côtes, ce ne sont plus des poumons, mais deux briques endurcies. Tu ne respires plus. Puis ça monte jusqu'en dessous de ta... ça monte jusque dans ta gorge. Quand ça monte jusque dans ta gorge, tu sens, tu sens une sorte de goût, un goût spécial que tu ne peux même pas décrire. Dans ta gorge, juste en dessous de ta langue, tu commences à suffoquer. Tu n'arrives plus à sentir le goût. Tu n'arrives plus à sentir ta langue. Tu suffoques. Tu essaies de respirer mais tu ne peux plus, car tes poumons sont paralysés. À ce moment-là, tu es presque déjà mort. Tu commences à t'attacher à tout ce que tu peux, une table, un mur. Tu commences à appeler à l'aide mais aucun son ne sort, car tu ne respires pas. Je redoutais Finalement, je redoutais ces personnes plus que lui. Lui, il avait un comportement animal. Au final, il était comme un chien ou un chat. Au final, il était comme un chat sauvage dans la forêt qu'on apercevrait entre deux branches durant une randonnée. Ce chat qui te regarderait de loin, qui resterait sur sa branche et qui finalement n'aurait pas si peur de toi. Mais toi, oui, tu as peur de lui. Tu as peur de lui. Enfin, tu le regardes. Moi, j'étais là, comme ça. J'avais peur de ces personnes, qu'il l'emporte. Alors je le cachais. Je le cachais, je faisais en sorte qu'il fasse le moins de bruit possible. Ces personnes avec leurs masques étranges, parfois je passais mes journées ou mes soirées à les gribouiller. Je les gribouillais sur un carnet. Je griffonnais ces personnes comme ça, leurs masques, parce que je n'ai jamais vu leur visage. Je ne sais même pas s'ils sont humains. Dans la forêt un jour, j'ai trouvé un cadavre d'animal. Il y avait des crocs. Il y avait des crocs dedans, des crocs plutôt grandes. J'ai alors été ouvrir la bouche. J'ai alors été ouvrir la bouche de mon ami. J'ai sur- j'ai pris ses lèvres et j'ai regardé ses dents. Elles n'étaient pas de la même taille, à mon avis, ça devait être un prédateur animal, mais pas un prédateur humain. Alors finalement, j'ai continué. Ce soir-là, quand j'ai vu qu'il a commencé à renifler cette dent qui était couverte de sang que j'avais lavé dans la rivière, je me suis dit, pars, laisse-le. Laisse-le faire ce qu'il a envie de faire. Alors je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé faire, j'ai été à la rivière, j'ai pris mon fusil que j'ai chargé, et j'ai regardé à l'intérieur une dernière fois. Il était en train de renifler. Cette... Il était en train de renifler cette dent. Et j'ai vu qu'il était en train de creuser à côté. Je me suis dit peut-être qu'il se croit toujours dans la forêt. Ou alors peut-être que ses instincts le poussent à creuser, à trouver tout simplement, d'où vient le goût du sang. Parce qu'en face de lui, il n'a personne de vivant.
Le soir, je suis revenu avec une biche auquel j'avais tordu le cou. Je lui avais tordu le cou, je suis revenu. Je l'ai posé dans le salon, accroché à une corde. Toute la soirée, alors que je m'étais servi un verre d'eau dans la cuisine, il est resté en dessous de cette biche. Du sang coulait sur le sol, et lui, il était resté assis en dessous. Il regardait attentivement le gibier pendre et les cornes que j'avais enlevées, que j'avais sciées avec une scie. J'avais scié les cornes avec une scie, avec un couteau. Je les avais détachées. Je me souviens encore du cri de la biche alors que j'avais fait ça quand elle était vivante. Elle était vivante et blessée, mais il fallait que j'abrège ses souffrances. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, certainement qu'il ne le sait pas, il agit comme un animal. Donc maintenant c'est la loi du plus fort pour lui. C'est être tué ou être... C'est tuer ou être tué. Maintenant pour lui c'est ça. Peut-être qu'il ne savait pas, mais les cornes du cerf, les cornes de la biche, c'est leur squelette. C'est comme si au final j'avais coupé ses os, que j'étais rentré dans sa chair, à l'intérieur de son corps, et que j'avais brisé finalement chacun de ses os, que je les avais coupés à la scie. Il est resté là un moment et je me suis assis en dessous de lui. Du sang a coulé sur mon visage, et je lui ai dit: À quoi tu penses? Il s'est tourné vers moi et a gratté devant la porte. Devant la porte, il a gratté au sol. J'ai ouvert la porte et on est allé dans la forêt. Dans la forêt, il a retrouvé directement l'endroit où j'avais trouvé la biche. Je ne sais pas pourquoi, mais plus je marchais, plus j'avançais, plus je me rendais compte que les endroits que je voyais me paraissaient similaires. Le soir, j'ai lavé la viande. J'ai lavé la viande pour moi. Je l'ai mise dans une assiette. J'ai cuit la viande. Mais pour lui, j'ai coupé des morceaux de viande, et j'ai laissé dans le garage que j'ai accroché avec des chaînes le gibier, cette biche que j'avais découpée. Je lui ai laissé des morceaux de viande crue, car lui mangeait sa viande crue, comme un animal. C'est pas que je le traitais comme un animal, c'est juste qu'il mangeait cru. Alors maintenant, je me disais, autant se tourner vers son fonctionnement, vu qu'il est atteint. Vu qu'il est atteint, autant se tourner vers son fonctionnement. Il mange la viande crue. Donne-lui cette viande crue. Et toi, cuis la viande. Cuis-la pour toi. J'ai continué à vivre avec lui longtemps. Un matin, il ne voulait pas se réveiller. Je sentais sa respiration. Une respiration très faible. Je me suis mis contre lui. Je me suis mis contre lui, contre son ventre. Je me suis mis contre son ventre, la tête contre son ventre. Je sentais ses poumons. Ses poumons étaient très faibles. Son cœur, quant à lui, il battait, mais pas de manière normale, de manière très rapide. Il battait de manière très rapide, son cœur. Je sentais son cœur qui pompait le sang. J'arrivais même à sentir, J'arrivais même à sentir les veines qui partaient du cœur. J'arrivais à sentir tout, son cœur, les battements, la partie gauche et la partie droite de son cœur, la partie supérieure et inférieure. Bref, je sentais chacun de ses organes, comme si mon, comme si son corps, comme si son corps m'appelait à l'aide. Bref, comme si son corps appelait à l'aide et m'appelait moi. Moi, j'étais seul avec lui. Et je continuais. Je continuais à essayer de comprendre ce que lui voulait que je comprenne. Le soir, quand on dormait, il est venu près de moi et a essayé de me parler. C'était la première fois qu'il me parlait. Je me suis tourné vers lui et je lui ai dit: Continue, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Continue, je lui disais. Et il continuait à essayer de parler, mais aucun mot ne sortait. Aucun mot ne sortait vraiment. Il m'a regardé et essayé de me parler. Là, quand il essayait de me parler, à un moment il s'est levé et a finalement montré ce qu'il voulait avec ses bras. Nous sommes sortis en pleine nuit. J'avais peur, mais lui non. J'avais peur, mais lui non. Nous sommes sortis en pleine nuit.
et il m'a montré un endroit spécifique, un vieux bunker abandonné. On est rentré on est rentré à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai vu plein de nourriture en boîte. Plein de nourriture en boîte et sur une étagère, plein de sang. Plein de sang qui avait été conservé à l'intérieur de bocaux en verre. De bocaux en verre, de boîtes en verre. Dans les boîtes, dans les boîtes en verre, des petites boîtes carrées, il y avait des organes préélevés sur un cadavre qu'on a trouvé un peu plus loin. Mais évidemment, il ne restait plus que son squelette et des bouts de chair qui disparaissaient. Des bouts de chair, des bouts de vêtements, son squelette qui était là sur une table, des instruments et des aiguilles protégées, des scalpels, des couteaux, des scies, des pinces, sur une table à côté. J'ai regardé à la surface, j'ai regardé à la surface l'échelle qui menait en haut, qui menait dans la forêt. Je me suis dit qu'est-ce qui a bien pu se passer ici pour conserver les organes d'un homme. Quand j'ai regardé son visage et que j'ai soulevé le linceul, son visage, on voyait encore le tracé des veines sur son visage. Ses yeux étaient noirs. Ses yeux étaient noirs tout simplement parce qu'ils avaient fondu avec le temps. Il ne restait plus rien. Je suis parti avec lui. Je lui ai dit viens, on s'en va. J'ai simplement pris le sang et simplement pris les organes prélevés sur cet homme. C'était des organes contaminés, donc je me suis dit que peut-être j'aurais le virus, ou peut-être pas. Peut-être que j'aurais le virus, ou peut-être pas, et je regardais ces organes entre mes mains durant tout le trajet. Une fois arrivé devant la cabane, je lui ai donné le sang de cet homme. Il l'a bu, et il l'a bu comme il buvait à la rivière, en plongeant ses bras dedans, en léchant l'avant de ses bras, en léchant ses poignets. Je ne sais pas s'il sentait une différence avec le gibier ou avec, ou avec l'eau qu'il avait bu. Il ne me disait rien. Certes. Certes, j'étais là à côté de lui. Je regardais cette viande fraîche provenant d'un homme à un humain contaminé. J'ai attendu dans la cuisine longtemps à regarder toute cette viande fraîche étalée sur une bâche pour ne pas qu'elle contamine la table. Et je me disais, est-ce que je la mange? Est-ce que je goûte un petit bout que je mettrai dans ma bouche? Parce que même si je, même si je deviens contaminé et que j'attrape le virus, je resterai auprès de lui sur la table en métal. Je resterai auprès de lui pendant qu'ils font toutes leurs opérations sur nous. Je resterai auprès de lui pendant que toutes les interventions sont faites sur nous deux. J'aurais fait ça jusqu'à la fin. Alors finalement, j'ai essayé. J'ai essayé, ça ne m'a pas fait de mal. Jusqu'à ce que le lendemain, je me réveille presque aveugle, avec, j'ai remarqué du côté de mon œil qui pouvait voir dans le miroir des veines qui avaient poussé sur mon visage, des veines rouges. Elles n'étaient pas encore noires comme les siennes, et j'ai regardé. Mon œil était complètement aveugle. Il ne voyait plus rien, il était gris. Les pigments, les pigments vert foncé, avaient disparu. Des veines partaient juste en dessous et continuaient à pousser. Quand j'appuyais sur les veines, je pouvais voir que mon sang était devenu noir. Je pouvais voir mon sang circuler, ma peau était devenue toute fine. Quand j'appuyais sur les veines, mes veines gonflaient, le sang circulait. Je pouvais même voir la circulation de mon sang. Mon sang circulait dans mes veines. Parce que la couleur de mes veines était devenue tellement fade et avait tellement blanchi que je pouvais apercevoir le sang comme à travers une vitre teintée. Mes yeux, eux, étaient complètement gris voilés. Quand je suis sorti dehors, je voyais comme lui. Je voyais comme lui, tout gris, tout flou, avec des flashs de lumière blanche à cause du soleil, avec des ombres pour pouvoir voir la profondeur, les arbres et l'horizon, mais rien de plus. Je suis revenu à l'intérieur, je me suis mis en face de lui, je voyais son visage, mais tout flou. Je voyais les veines, ça oui, je sentais l'odeur de son sang. Encore une fois, j'étais contaminé comme lui, mais ce n'était pas la fin. J'ai décidé de tenir un journal. J'ai essayé d'écrire, mais je gardais mon doigt juste à côté de la mine, je gardais mon doigt pour savoir où allait la mine, où est-ce qu'elle faisait.
quelle boucle elle faisait. Quand est-ce que je terminais une phrase? Et tout ça, je le faisais en étant à côté de lui, en étant près de lui. Et je me disais, si ça fonctionne, je continue mon journal. Ce sera la fin pour moi bientôt. Pour nous deux. Ils viendront nous chercher, auront fouillé chaque secteur de la ville, mais pas le nôtre. Pas celui dans la forêt, pas celui de cette cabane abandonnée. Et ils viendront nous chercher. Et tous les deux, nous finirons dans un laboratoire. Finalement, c'était comme si je m'étais mis à mort avec lui. Finalement, c'était comme si j'avais choisi de mourir. J'avais juste choisi de rester avec lui. Mais sans faire exprès, j'ai commis une faute. Il n'en est pas vraiment une parce que je suis resté avec lui. Pour toujours. Tout le temps. Jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Enfin, en attendant qu'il vienne nous chercher, j'attendais. Et je regardais ma maladie évoluer chaque jour. Ce n'était pas vraiment une maladie. Ce virus, mortel, dangereux, animal, je le regardais évoluer sur moi. Je prenais des notes de chacune des parties de mon corps, mon dos, mes épaules. Je prenais des notes et je me disais, ça évolue, ça arrive lentement, ça me contamine. Je sentais que ça me brûlait parfois le soir. Parfois le soir, entre mes veines, ça me brûlait, comme si on avait versé du charbon à l'intérieur de... comme si on avait versé du charbon dans mon corps, comme si on avait versé du charbon brûlant, des braises brûlantes encore brunes, juste, juste après que le feu se soit éteint, comme si on les avait mis dans ma bouche, que je les avais avalées et sentis tomber entre mes côtes, et que je sentais mon cœur entouré de ces braises. Ça brûlait, et je me tortillais dans tous les sens. Lui, il est venu à côté de moi. Il avait certainement senti ça. Il m'a regardé, m'a tenu dans ses bras. Je sentais son cœur battre très fort, très fort. Très fort, je sentais son cœur battre. Et je suis resté près de lui. Je suis resté près de lui. J'avais envie de le mordre. J'avais envie de sentir son sang couler dans ma bouche, couler entre mes veines. J'avais envie de sentir son sang couler entre mes veines, couler dans mes bras, couler sur ma chair, se mélanger à mon sang. J'avais envie de sentir son sang sous mes dents, sur mes gencives, sous ma langue. J'avais envie de sentir mes papilles goûter le goût de son sang. Bref, je n'avais qu'une seule envie, c'était de le mordre. Lui n'avait qu'une seule envie, c'était rester près de moi. J'ai senti alors une sorte de présence bienfaisante venant de lui. Je l'ai vu dans un miroir, je l'ai vu flou, mais ça m'a suffi pour me dire ne le mords pas, ne fais rien. Et j'ai attendu près de lui. J'ai attendu. Et j'ai attendu. J'ai attendu qu'il fasse nuit. La nuit, je ne voyais plus rien. Moi, j'étais déjà aveugle, mais pas lui. Je voyais juste 2 points lumineux, juste à côté de moi. Et je me disais, ces 2 points lumineux, c'est lui. Il est là, il me regarde. J'ai senti alors en face de moi, j'ai senti que quelque chose était très proche de mon visage. C'était certainement lui. Puis je n'arrivais presque plus à rien sentir, là où les veines avaient commencé à pousser dans mon cou, sur mes pommettes, en dessous, en, en dessous, en dessous de mes joues, sur mes fossettes, sur mes yeux. Les veines avaient commencé à attaquer mes yeux, donc je ne voyais plus rien. Je ne sentais plus rien de ce côté-là. Et il a posé sa main sur mes veines, sur les veines noires qui apparaissaient sous ma peau. Je ne sentais plus rien, mais j'ai penché ma tête sur le côté, du côté où il a mis sa main. Et j'ai pu enfin me libérer de mes pulsions animales et meurtrières, voulant manger son sang, voulant boire son sang, voulant manger sa chair. J'ai pu enfin m'en libérer, car ce soir-là, j'ai su me dire et savoir que c'était lui. Savoir tout de suite, car je suis toujours resté avec lui, mais j'ai su me dire et m'arrêter, me contrôler. Le contrôle était vraiment quelque chose de difficile quand on avait ce virus. On était presque incapable de se contrôler. On sentait l'odeur du sang, on la sentait et on la suivait. On était comme un animal enragé qui creusait des trous pour récupérer sa proie. On était comme un animal enragé qui marquait son territoire. Ou alors comme un chien, un grand chien, qui va chercher sa proie dans un terrier.
qui agrandit le terrier avec ses pattes et qui creuse, qui va chercher du sang, qui lorsqu'a senti l'odeur du sang, se met à, se met à crier à la lune, au bord d'un rocher, et ensuite va chercher cette odeur de sang. Une fois qu'il l'a trouvée, il l'a trouvée, et il commence à lécher le sol, à manger le sol, même s'il doit manger la terre avec. C'est incontrôlable, c'est une pulsion qui nous manipule de l'intérieur. Mais une fois qu'on a réussi à la canaliser, à la contrôler, ne serait-ce que d'une caresse, ou alors que d'un baiser, ou ne serait-ce que d'être à côté de lui, je l'ai regardé, Tom m'a regardé, et il ne suffisait qu'il soit à côté de moi que pendant un instant, ou il ne suffisait que sa main n'effleure simplement mon visage un instant, que je puisse canaliser enfin ses pulsions, et me dire non, ne le mords pas. Je me suis levé et je suis parti. Il m'a suivi et je sentais sa présence, un peu plus loin. Je sentais sa présence un peu plus loin. Le lendemain matin, je me suis réveillé. J'étais couvert de transpiration. Et surtout, je transpirais beaucoup, j'avais chaud. Comme moi, il a répété ce que j'avais fait. Il m'a fait couler un bain d'eau chaude. Il m'a essuyé le visage, m'a fait couler un bain d'eau chaude. Il m'a mis dedans. Il a commencé à me laver les épaules, à me laver les omoplates. Et il a commencé à laver tout mon corps, en me parlant. Je ne comprenais pas ce qu'il dit. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Ses mots étaient déformés. Mais il me parlait bel et bien. Il me disait des choses. Et quand il me disait des choses, je comprenais, ou parfois pas. Et il m'essuyait, prenait soin de moi, comme j'avais fait pour lui. Et inversement. La nuit, quand on s'est endormi, il est resté près de moi. Il est resté près de moi, a pris soin de moi, s'est blotti contre moi et sentait mon sang. Malgré ça, je faisais la même chose. Donc je, donc je ne le repoussais pas parce que malgré ça, je faisais la même chose. Je sentais l'odeur de son sang. Je sentais l'odeur de mon sang et circuler son sang dans ses veines. Et j'avais envie de le mordre, mais je me retenais. Je me retenais, comme toujours. Le matin, c'était la même chose. Je me contrôlais, je me retenais. Je voyais cette lumière blanche apparaître dans mes yeux. Je ne voyais rien. Une ombre s'approchait. Et puis je sentais son visage et sa main sur mon regard. Et sa main sur mon regard, sa main posée sur mon œil, là où les veines avaient commencé à pousser dans mon cou, et là où les veines s'agrandissaient. Je ne sentais pas grand-chose, j'avais perdu le toucher. Je perdais mes sens après sens. Et à un moment, je le voyais juste devant moi, qui s'approchait et me parlait avec un langage animal que je ne comprenais pas vraiment. Il fallait encore que j'adopte cette capacité. Mais il était là avec moi, et on a traversé un grillage. On a traversé un grillage qui a amené à une longue route qui était complètement vide. Cette longue route complètement vide, dessus, il y avait juste certains animaux morts. Il y avait quelques animaux morts, des biches de temps en temps, des animaux de la forêt de temps en temps, des renards, parfois des lièvres qui étaient passés beaucoup trop vite, parfois même des oiseaux. Bref, cette route n'était pas si vide que ça. Il n'y avait aucune voiture, aucun être humain qui faisait du stop. Il n'y avait rien. Il y avait parfois même des cadavres humains sur le côté. Un moment, on a retrouvé une voiture. Cette voiture, c'était une grosse voiture, une sorte de SUV. Les deux portes avant étaient arrachées. Elle n'était pas tombée à cause de la rouille, elle n'était même pas tombée à cause de la rouille, comme si elles avaient été arrachées par quelque chose de surpuissant, un ours, ou alors peut-être une créature. Peut-être arrachée par une créature ou alors un humain très fort, mais j'en doute, qui était contaminé comme nous par le virus. Pourquoi aurait-il arraché les portes de sa voiture? J'étais en train de me demander. Alors que Tom, lui, était tranquillement en train de regarder le ciel, je me demandais pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Et j'ai regardé le ciel comme lui. Juste au-dessus, il y avait trois aigles qui étaient en train... Juste au-dessus, il y avait trois aigles qui étaient en train de voler en planant. J'ai compris alors qu'ils cherchaient de la nourriture. Peut-être que cette route était l'endroit idéal pour trouver de la nourriture.
Peut-être que cette route était l'endroit idéal pour se cacher, attendre qu'un animal passe la route pour passer de l'autre côté de la frontière et de l'attaquer ensuite, de repartir avec quelque chose dans la bouche, de repartir avec le goût du sang, de repartir avec un animal, de repartir tout simplement avec à manger. À un moment, il m'a poussé, il s'est mis derrière moi. Il s'est mis derrière moi et il m'a poussé un peu vers l'avant pour que je puisse aller sur la route. J'ai mis une main sur la route et je ne me sentais pas à l'aise. J'ai levé les yeux comme lui. J'ai levé les yeux comme lui et quand je me tenais, comme je me tenais sur la pointe des pieds, je me tenais aussi sur le bout des mains. Je me tenais sur le bout des mains, sur les ongles, sur la pointe des pieds et sur les orteils. J'avais les pieds qui étaient relevés, mon talon qui ne touchait pas le sol. Je me tenais comme un animal à quatre pattes. J'ai levé les yeux, je levais la tête. Il m'a regardé et me poussait un peu. Il me poussait un peu derrière, avec son visage, comme pour me dire d'avancer. Et il m'a dirigé vers un cadavre de raton laveur, qui était mangé par les vers. Il a commencé à approcher son visage. Il a commencé à approcher son visage et a sorti ses crocs, ses dents. Il a arraché la chair et a mangé là où il y avait des vers là où il y avait des vers et des œufs qui étaient en train d'éclore. Mangeant les vers, les larves, et mangeant les mouches qui étaient en train de dévorer la chair animale. Il était en train de dévorer les larves. Il, il a pris les larves dans sa main, il m'en a donné une poignée et les a mis juste devant moi. Il voulait certainement que je mange, mais pour moi c'était impossible. Impossible que je mange. Impossible que je mange des larves, impossible que je mette ça dans ma bouche. Impossible que je dirige mon visage vers de la chair animale et que je commence à manger en me délectant de cette chair. Pour moi, je n'étais pas encore arrivé au stade où mon humanité avait disparu. Mon humanité était encore là. Je savais comparer la chair humaine à la chair animale. Je savais comparer le sang animal au sang humain. Je savais comparer encore tout. Donc pour moi, me tourner vers cette chair animale, dévorer les larves sans avoir aucun regret. Prendre ce que je trouve et le manger pour pouvoir ensuite me nourrir de ça et repartir le ventre plein. C'était impossible. J'avais encore l'impression que je devais manger normalement comme un humain. Mais lui essayait justement de me faire comprendre à l'inverse. Il essayait de me faire comprendre à l'inverse que je pouvais manger ce que je voulais. Une fois contaminé, le virus a atteint tes veines. Il a atteint ton ADN. Il a atteint tes gènes. Bref, il a tout atteint. Une fois que tu as le virus, il n'y a plus de retour en arrière. Tu ne peux plus refaire ton comeback. C'est impossible de refaire ton comeback une fois que tu as le virus. Alors j'ai ouvert un cahier et j'ai commencé à écrire quand on est rentré. J'ai pris des notes sur mon dos. Je me suis regardé dans le miroir. Je me suis regardé dans l'eau, dans le reflet de l'eau à la lune. Au bord de la rivière, j'ai été boire comme lui. J'ai trempé mon bras. Et j'ai trempé mon bras dans l'eau et à un moment j'ai senti quelque chose de visqueux toucher mon bras. J'ai alors pris cette chose, tout de suite, sans le savoir. Dès que cette chose m'a touché, j'ai eu un frisson dans le dos. J'ai saisi cette chose par la main. Mon bras s'est enfoncé dans les profondeurs de l'eau et j'ai ressorti un poisson. J'ai mangé ce poisson. Il était délicieux. J'ai ressenti une montée d'adrénaline à travers mon corps. C'était peut-être ma partie humaine qui remontait. À cet instant-là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça tous les jours à la rivière. Il fallait que je lui apprenne. Mais lui allait continuer à manger les cadavres. Alors, finalement, chacun de notre côté, lui mangeait les cadavres des larves et des mouches. Moi, de mon côté, je ne mangeais pas de cadavres, je lui laissais les cadavres d'animal. Je lui laissais les cadavres des animaux, les cadavres qu'il y avait partout, je lui laissais. Un cadavre d'animal dans la forêt, je lui laissais. Et les cadavres de plusieurs animaux, je lui laissais. Mais par contre, je ne lui disais pas et je partais à la rivière. Moi, je chassais le poisson. Une fois que je trouvais un poisson, je le mangeais.
Je le mangeais, je le ramenais à la surface. J'arrachais j'arrachais ses écailles, comme arracher les ailes d'une mouche. J'arrachais aussi, j'arrachais aussi ses nageoires, comme arracher les ailes d'une mouche. Ensuite, je mangeais. Je mettais dans ma bouche et je commençais par le visage. Je le déchiquetais avec mes dents, avec mes canines, j'enfonçais mes canines que je sentais s'enfoncer dans la chair du poisson. C'était bon, ça goûtait l'eau de mer, c'était un peu salé. Et je revenais. Mais souvent il me sentait la bouche, prenait mon visage et sentait l'eau de la rivière. Il fallait que je dise quelque chose. Il fallait que je dise quelque chose, un mensonge, ou alors que je lui mente, que je le regarde dans les yeux. Il fallait que je le regarde dans les yeux, ou alors tout simplement que j'aille voir un cadavre d'animal. Il fallait que j'aille voir un cadavre d'animal, que je l'ouvre en deux avec ma bouche, avec mes dents, mais souvent je l'ouvrais en deux avec mes mains. J'enfonçais mes ongles dans la chair, je me recouvrais alors le visage de sang, et j'arrivais, et pour lui c'était comme si j'avais chassé. C'était comme si j'avais chassé un animal, comme si j'avais mordu dans la chair d'un animal. Ça recouvrait l'odeur de, ça recouvrait l'odeur de l'eau de mer, l'odeur, l'odeur de l'eau qu'il y avait à la rivière, de l'autre rivière. Ça recouvrait l'odeur du sel, l'odeur des poissons et des cadavres qui s'échouaient dans la rivière, des cadavres d'humains échoués dans la rivière, en dessous d'un pont, en dessous d'un pont, juste tout au bord de la rivière, il y avait un pont en briques, plein de cadavres d'humains échoués. Souvent, il allait se nourrir là-bas. Et souvent, moi, pour qu'il ne puisse pas repérer que je mangeais de la chair de poisson, qui était bonne, et et qui était mangeable. J'allais juste là-bas, et je m'enfonçais alors dans les cadavres, je restais un instant, puis je repartais. Là, il me regardait, là, il me regardait. Il sentait mon odeur, il sentait une odeur de cadavre, d'humain périmé, d'humain pourri, jusqu'à la moelle et jusqu'à l'os. Il sentait une odeur d'intestin ou alors de cœur qui avait pourri. Il sentait cette odeur de putréfaction. Et il me laissait rentrer dans la cabane. Parce que tous les deux on se surveillait un peu, quand même. Il y avait une sorte de loi. Il y avait une sorte de loi, ce n'était pas la loi du plus fort, comme une fois qu'on est dehors dans la forêt tout seul, chacun de notre côté. Il y avait une sorte de loi de respect entre lui et moi. Je devais le respecter autant qu'il me respectait, et il devait me respecter autant que je le respectais. C'était comme ça. C'était comme ça, et pas autrement. Le soir, on dormait ensemble, dans le même lit, et même si c'était un lit pour une personne, on dormait ensemble. S'il y en avait un qui était mal, l'autre devait le rassurer. S'il y en avait un qui était bien, l'autre devait aussi le rassurer. Ça fonctionnait pas autrement. Un moment, un soir, il m'a emmené très loin. On est allé au bord de la route. Une voiture s'était crachée. On pouvait sentir l'odeur de la fumée jusque près de la cabane. On est allé au bord de la route. Un humain était couvert de sang. Il a dirigé la tête de l'humain vers moi, en me regardant, comme pour me supplier de manger. Et il n'avait pas à me supplier de manger. Il a juste tourné la tête de l'humain. Il lui a brisé, lui a brisé la nuque, sous mes yeux. J'ai regardé l'humain dans les yeux. Je ne sais pas, j'avais pitié de lui en même temps, mais j'avais envie de lui mordre la gorge. Alors je lui ai mordu la gorge, sans hésitation. Sans hésitation, lui, sans sommation, l'avait blessé. Il l'avait blessé, il lui avait tordu la nuque, il lui avait tordu le cou, et je pouvais voir ses os cassés, ses vertèbres complètement enfoncées, et une lame de métal qui avait été creusée pendant l'accident, aiguisée sur la route, avait enfoncé son dos. Il était accroché à la voiture. On est restés tous les deux face à ce cadavre, accroché à la voiture par un bout de métal aiguisé par le choc sur la route. On est restés face à ce cadavre, tous les deux. Il souffrait, il souffrait, il avait mal. Et moi, je l'ai regardé, longtemps, jusqu'à ce qu'on attaque et qu'on commence à manger. Quand on a attaqué et qu'on a commencé à manger, j'ai mangé et mangé. J'ai enfoncé mes dents et enfoncé mes dents et mes crocs.
Je sentais cette brûlure dans mon dos qui montait. Le soir, face au miroir, je pouvais voir que les veines avaient commencé à attaquer mes épaules. Elles grimpaient dans mon dos. Quand je me retournais, mon dos était presque complètement noir, comme si des racines avaient poussé sur mon dos. Je commençais à entendre des murmures, peut-être que j'étais à un stade plus évolué, ou que comme mon humanité était restée, je pouvais entendre des murmures, des voix que je connaissais, celles de ma mère, celles de mon père, celles de mon frère, et je les entendais. Lui n'entendait rien, la seule chose qu'il entendait, c'était son instinct de survie. La seule chose qu'il suivait, c'était son flair, son odorat, sa vue, son instinct de survie. Bref, il n'entendait pas de voix comme moi. Moi, j'en entendais. Clairement, j'en entendais plein. Des voix, les voix de tout le monde. J'entendais encore les bruits et les hurlements de cet humain qu'on a mangé, les poissons et les cadavres dans la forêt. Je ne sais pas, quand je m'approchais d'eux, j'avais l'impression que les murmures augmentaient. Comme s'ils savaient parler, mais c'était des animaux. C'étaient des animaux blessés, et rien de plus. Rien de plus que des animaux blessés. J'ai continué à tenir ce journal. Je me suis assis par terre, et lui est venu à côté de moi. Il essayait de lire tout ce que j'écrivais, mais il ne connaissait pas la diction humaine. La diction humaine, j'avais beau lui lire, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas les pictogrammes que j'utilisais, donc l'écriture humaine. L'écriture humaine, les pictogrammes que j'utilisais, peu importe. Il ne lisait pas, il regardait ce que je faisais. Quand il regardait ma main bouger, souvent je voyais son visage qui bougeait en même temps. Mes doigts bougeaient, appuyaient parfois sur une lettre un petit peu plus pour pouvoir marquer tout simplement ce que je faisais sur mon cahier, pour pouvoir marquer un dessin, pour pouvoir marquer une ombre, peu importe. Il ne comprenait pas. J'essayais de lui faire comprendre, mais ça ne marchait pas. Il suivait son instinct, à la lettre. Enfin, à la lettre. Il suivait son instinct tout court. Il suivait l'essence qu'il avait, l'essence qui avait été aiguisée. Il était devenu aveugle comme moi, donc il suivait ses autres sens qui compensaient et qui avaient été aiguisés. L'instinct était devenu son sixième sens, un sixième sens beaucoup plus aiguisé. Ensuite, il y avait le septième sens, un sens de la chasse. Son sens de la chasse qui parfois fusionnait avec son sixième sens, son instinct. C'était comme ça. Une fois que tu étais devenu un animal, tu ne pouvais plus devenir autre chose. Ces hommes sont réapparus devant nous un soir. Ces hommes sont réapparus. Le radar a commencé à s'affoler et un homme a commencé à faire des signes de la main, montrant qu'il fallait aller juste par là. Et ce par là, c'était justement l'endroit où on était, derrière un arbre. Ils ont cherché derrière cet arbre, mais je l'avais pris par la jambe. Je l'avais pris par la jambe, faisant une petite morsure pour lui prévenir qu'il fallait partir. On est parti, et quand on s'en est allé et que je l'avais mordu, une fois à la cabane, on s'est endormi. Le lendemain, on est reparti chasser. De nouveau, j'avais du sang entre les crocs. De nouveau, j'avais du sang entre les crocs. On est arrivé dans une maison remplie d'ossements. Dans cette maison remplie d'ossements, deux, il y avait juste deux hommes, deux cadavres accrochés, enchaînés. Ces deux cadavres étaient accrochés, enchaînés. Leurs yeux étaient encore frais, noirs. Ils étaient encore frais, noirs, et il y avait du sang séché tout autour de leurs yeux. Tout autour de leur bouche, il y avait du sang séché. Leurs dents, par contre, elles, étaient pointues. Pourquoi? Je ne savais pas. Leurs ongles étaient cassés et fissurés. Mais quand je touchais leurs doigts, leurs mains étaient toutes molles, comme si l'intérieur de leur corps était en putréfaction, mais pas l'extérieur. J'ai touché leurs doigts et leurs ongles tombaient facilement. Ils glissaient sur du sang encore humide à l'intérieur, comme si leur corps était une boîte de conservation qui conservait les organes. Je les ai regardés, et finalement, il y avait cette sculpture de squelette, fait à base de squelette humain et fait à base de bois de cerf. On est monté au deuxième étage, et au deuxième étage, c'était sûrement les chambres. Il y avait des gros ballots de paille sur le côté. On s'est couché dessus. On a passé la nuit là, mais il a commencé à pleuvoir.
Le toit était fissuré. De l'eau coulait et nous réveillait tout le temps. On est parti. On s'est endormi derrière un tronc d'arbre. Ce tronc d'arbre était tombé. Il y avait encore les fissures de l'arbre. Il y avait encore les fissures de l'arbre et la racine de l'arbre enfoncée dans le sol. L'arbre était au sol. On est resté derrière longtemps. C'était une clairière, il n'y avait pas d'arbres, juste un grand cercle d'arbres qui entourait cette clairière. Il n'y avait rien du tout. Quelques arbres cassés, quelques marques de foudre au sol, une marque de feu au sol comme si on avait mis le feu au sol à l'herbe et que l'herbe était brûlée. L'herbe était brûlée, calcinée, grise, noire. Il y avait certains endroits où il n'y avait que de la terre sèche. La terre était sèche et n'était pas humide comme dans la forêt. On était resté là. Un moment, j'ai senti du sang, j'ai senti l'odeur du sang, je me suis dirigé vers un animal. J'ai alors interrompu ma sieste après avoir mangé. Une sieste que nous faisions chaque fois, tous les deux, l'un contre l'autre. Ensuite, on repartait à la chasse. Derrière, j'avais trouvé un oiseau mort, un aigle, un rapace. J'avais cassé son bec pour pouvoir lui manger le visage. J'avais cassé son bec. Ensuite, plus loin, on a mangé les ailes. Je lui ai arraché les ailes. Je lui ai arraché les ailes que j'ai sectionnées avec mes ongles. J'ai pris les ailes et j'ai arraché les plumes. J'ai arraché les plumes avec mes dents. J'ai mangé la chair. J'ai mordu dans son... J'ai mordu juste dans son ventre. J'ai mordu dans ses pattes. J'ai mordu dans son visage. À travers mes dents, à travers mes canines, ses yeux explosaient comme de simples billes, comme de simples poches de sang. Ses yeux explosaient et je pouvais sentir chaque partie de son corps. Chaque partie de son corps, entre mes dents, je pouvais les sentir. Je suis arrivé devant plein d'animaux morts, juste devant un arbre. On est resté là longtemps et on s'est nourri. Ensuite, on est retourné à la cabane. À la cabane, je prenais des notes. Je me regardais dans un miroir. Je dessinais mon dos. Je me regardais dans un miroir. Je prenais des notes autant qu'il en fallait. Je me disais que le virus évoluait sur une durée de 30 minutes, de 1 heure ou de peut-être une nuit. J'entourais ce que j'avais écrit en me disant que le plus probable était que le virus évoluait la nuit, quand le corps se reposait. Le virus prenait alors du terrain sur notre corps, et continuait à évoluer. Et je continuais à me demander, à me poser plein de questions. Pourquoi les veines sont noires? Pourquoi notre sang devient noir? J'écrivais toutes ces questions. À côté, Tom me regardait. Il était intrigué par ce que j'écrivais. Il était intrigué par cette écriture que j'utilisais, l'écriture humaine. Même moi, je commençais à ne plus savoir ce que j'écrivais, parce que peu à peu, mes facultés à être humain, mes facultés à savoir écrire, lire, parler, commençaient à disparaître. Je ne parlais déjà même plus le même langage qu'avant. Je parlais un langage animal, où je me repérais avec des grognements. Et ce langage animal apparaissait de plus en plus, que mon langage humain disparaissait. Je savais encore de temps en temps crier un mot ou deux, mais rien d'assez grand ou rien d'assez flagrant pour repérer que j'étais un humain et que je savais parler. Alors je continuais ma route. Plus loin. À la cabane, je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, il est venu me réveiller. Il avait rempli la baignoire de sang. M'a penché au-dessus en me tenant par les côtes et en me disant de boire. En grognant sur moi, il m'a dit de boire, de m'hydrater. C'était comme pour dire à un homme de boire, de prendre une bouteille d'eau dans le frigo et de boire. Mais nous n'étions pas en ville, en plein milieu de ces immeubles. On était dans la cabane, en plein milieu de la forêt. Là, pour nous, s'hydrater, c'était aller percer un trou dans la jugulaire, dans le cou d'un animal, et aller boire son sang. Lorsque le sang gicle par terre,
On mettait notre bouche sur la jugulaire, sur le trou qu'on a fait avec nos canines, et on buvait, on avalait, le sang, encore et encore. Une fois qu'on sentait que le sang ne coulait plus, on prenait le cadavre avec nous et on mangeait la chair. On laissait les os et enfin ce qu'il restait de chair dessus. On abandonnait tout ça. Comme pour marquer notre terrain, on creusait un trou, on repoussait les os avec nos mains et on mettait tout ça en dessous des racines d'un arbre. Les racines continueront à pousser, pousseront autour du cadavre et les cadavres des animaux qu'on a tués seront alors enfermés, comme pris en cage par les racines qui continueront à pousser. Et chaque jour, c'était comme ça à la chasse. Chaque jour, on se retrouvait dans un endroit différent. Et moi, un moment, j'ai fini par dire stop. On est allé en ville, voir les humains, le nombre de cadavres. Il y avait cette voiture remplie d'eau, avec une femme et sa fille, avec une poussette sur le côté, avec un bébé qui avait été dévoré jusqu'à la moelle, jusqu'aux os qui avaient été rongés par un être humain, couché par terre, les yeux noirs, la bouche pleine de sang. À l'intérieur de cette voiture pleine d'eau, j'ai ouvert la porte et 2 cadavres noyés sont sortis. Ils avaient eux-mêmes des marques de sang et des marques de griffures. Ils avaient eux-mêmes des marques de griffures et des marques de sang sur le visage. Les marques de griffures étaient tellement prononcées et tellement enfoncées dans la peau qu'on pouvait y apercevoir l'intérieur de leur bouche. Leurs joues avaient été griffées tellement profondément qu'on pouvait voir leur bouche, l'intérieur de leur bouche, leur langue, leur mâchoire, leurs dents. J'ai senti une pulsion monter. Et quand j'ai senti cette pulsion monter, je me suis jeté sur cette femme. J'ai commencé à lui dévorer la mâchoire. J'ai pris la mâchoire de cette femme en main. J'ai mangé ses dents, j'ai mangé la chair. J'ai commencé à ronger sa mâchoire comme je le ferais avec un os de poulet. J'ai commencé à manger les joues comme je le ferais avec du gras. J'ai commencé J'ai commencé à mordre son œil et j'ai senti ma canine s'enfoncer dans la pupille, s'enfoncer dans l'iris. J'ai mangé son œil, sentant la texture molle et visqueuse et humide dans ma bouche, sur ma langue. J'ai senti son œil passer à travers mon œsophage et ensuite j'ai senti mon estomac se remplir de sang. Quand mon estomac s'est rempli de sang, j'étais enfin en train de partir à 4 pattes, appuyé sur mes pieds et mes talons qui ne touchaient pas le sol, appuyé sur mes orteils, sur le bout de mes pieds qui touchaient le sol, et sur le bout de mes mains, sur mes ongles, sur mes mains qui n'étaient pas contre le sol, mais juste mes doigts appuyés sur le sol, mes paumes relevées qui ne touchaient pas le sol. J'ai commencé à marcher vers une autre voiture, et je me suis dirigé vers un égout. J'ai ouvert l'égout, on est descendu et on a marché dans le noir longtemps. À un moment, j'ai vu un tas d'algues vertes qui avaient poussé sur le côté sur une bouche d'égout. Il y avait un reflux d'eau assez conséquent, plein d'ordures, et j'ai tourné ces ordures pour pouvoir boire à ce reflux d'eau assez conséquent. Quand j'ai retiré tous ces morceaux d'algues qui poussaient autour de quelque chose, et toutes ces ordures pour pouvoir boire au reflux d'eau, s'est retourné un visage complètement mutilé, celui d'un enfant. Il était mort avec un visage neutre, une expression sans joie, sans peine, sans peur. Et j'ai commencé à le manger. J'ai commencé à le manger alors que moi, je ne souhaitais que redevenir humain et être à côté de celui qui était contaminé. Je n'avais pas voulu être contaminé, mais je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même, c'était de ma faute. J'ai regardé cet enfant et j'ai senti que je le mangeais sans culpabilité. Je le mangeais sans culpabilité parce que je n'étais plus humain. J'ai regardé Tom en me demandant comment est-ce qu'il faisait. Et là, il a commencé à manger le cadavre avec moi. J'ai mis 3 fois mes dents. J'ai mis 3 fois mes dents à l'intérieur de la chair de cet enfant. Il avait un goût d'eau salée parce qu'il était dans les égouts.
Il avait un goût d'eau, il avait un goût d'eau des toits. Quand j'ai regardé ça, je suis remonté à la surface, sur les toits, sur les toits des immeubles. J'ai grimpé à la surface, à une échelle. Je me suis assis au bord d'un immeuble, regardant le nombre de cadavres échoués sur le sol, sur la rue. Un cadavre avec un cadavre qui était juste en dessous d'une voiture. Une voiture retournée sur le côté, les portes arrachées. Des enfants, des enfants dans des écoles qui avaient été tués. Des marques de sang, des traînées de sang un peu partout. Des gens qui avaient certainement cédé à la panique et qui avaient bougé les cadavres. J'étais sur ce toit avec lui, et quand on est redescendu, on a trouvé une trace de sang dans une maison. Des personnes allongées sur un lit qui étaient mortes. Ces personnes allongées sur ce lit qui était morte, on les a mangées. Ensuite, on est revenu dans la cuisine, là où on a léché, là où on a léché juste cette trace de sang. En léchant la trace de sang et en buvant la trace de sang, il y avait juste en face de moi un couteau que j'ai touché légèrement avec mon nez et avec ma main. Je l'ai pris, j'ai regardé ce couteau. Tom est venu à côté de moi. J'ai regardé son dos et les veines qui apparaissaient sur son visage. Plus on était nerveux, plus on était nerveux, plus on avait envie de manger, plus la famine se faisait sentir, plus les veines apparaissaient sur notre visage et nos yeux devenaient rouges. J'ai alors su que c'était un crime, un meurtre, et que ce n'étaient pas des gens qui avaient cédé à la panique ou des gens qui étaient atteints de ce virus. C'était un meurtre dans une maison qui avait été caché et dissimulé, et qu'ensuite les personnes qui étaient atteintes de ce virus, certains hommes ou femmes, étaient venus tuer ces gens, les uns après les autres, et les avaient mangés. Certaines personnes avaient des marques de mutilation sur leur corps et des trous dans la chair, dans le torse, dans les seins pour les femmes, dans les... et à l'intérieur, des marques de mutilation, des trous encore à l'intérieur sur les os, pour manger la moelle. Et ces trous sur la chair, sur les seins ou alors sur les épaules, sur le dos, sur le ventre pour les hommes, sur les bras, sur les jambes, on a mangé à l'intérieur les os. Et c'était tellement bon que j'ai senti un frisson parcourir tout mon corps. À la cabane, quand on est revenu, je me suis essuyé en faisant couler de l'eau. Je me suis essuyé la bouche et j'ai fait pareil sur Tom. Tom m'a un peu rejeté et ne voulait même pas que je lui essuie le sang qu'il avait sur lui. J'ai réfléchi à comment faire et je l'ai emmené à la rivière pour chasser. Finalement, je lui ai montré comment chasser les poissons. Je l'ai poussé dans la rivière et là il était. Je l'ai poussé dans la rivière parce que je savais qu'il allait avoir le réflexe de se laver lui-même. Quand il est ressorti et qu'on est revenu à la cabane, il était propre. On est arrivé à la cabane et cette nuit-là, on était tous les deux atteints au